Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 3, la persona, élément constitutif de la psyché collective. Nous abordons dans ce chapitre une question qui est susceptible d'entraîner, si on l'oublie ou la néglige, la plus grande confusion. Dans ce qui précède, j'ai montré que l'analyse de l'inconscient fait pénétrer tout d'abord dans le conscient des contenus individuels et personnels. Et c'est pourquoi j'ai proposé d'appeler les parties refoulées de l'inconscient, mais susceptibles de devenir conscientes, l'inconscient personnel. Puis j'ai montré que l'adjonction des couches plus profondes de l'inconscient, couche que j'ai proposé d'appeler l'inconscient collectif, détermine un élargissement de la personnalité qui entraîne un état d'inflation. Cet état d'esprit particulier est amené par la continuation de l'analyse, comme j'ai essayé de le signaler par l'exemple cité. L'analyse se poursuivant, certaines qualités fondamentales, générales, impersonnelles, patrimoine de l'humanité entière, se trouvent accolées au conscient personnel, ce qui détermine cette extension illégitime appelée inflation, dans laquelle il faut donc voir une conséquence fâcheuse de la prise de conscience. La personnalité consciente est un fragment plus ou moins arbitraire de la psyché collective. La personnalité consciente est une somme, celle des données psychologiques qui sont ressenties en tant que personnelles. L'attribut personnel exprime l'appartenance à une personne donnée. Un conscient qui n'est pour l'essentiel que personnel souligne de ce fait même, non sans anxiété, ses droits de propriété et d'auteur à l'adresse de ses contenus mentaux, essayant ainsi de créer une totalité dans leur plan. Quant à toutes les teneurs idéo-affectives qu'il ne parvient pas à faire cadrer avec l'ensemble, elles seront soit omises et oubliées, soit niées et refoulées. Dans une certaine perspective, cela correspond à un processus d'auto-éducation, mais une auto-éducation trop arbitraire et trop violente. En effet, le sujet doit sacrifier trop de composantes humaines au bénéfice d'une image idéale de lui-même telle qu'il voudrait se modeler sur elle. C'est pourquoi ces êtres très personnels sont en même temps très susceptibles, car il suffit d'un rien pour qu'ils se trouvent confrontés avec un aspect de leur caractère réel, c'est-à-dire individuel, auquel ils se refusent et dont ils refusent de prendre conscience. J'ai désigné du nom de persona ce fragment de la psyché collective dont la réalisation coûte souvent trop d'efforts. Ce terme de persona exprime très heureusement ce qu'il doit signifier, puisque originairement, la persona désignait le masque que portait le comédien et qui indiquait le rôle dans lequel il apparaissait. Si en effet nous tentons l'aventure d'essayer de distinguer ce qui doit être considéré comme des matériaux personnels de ce qu'il faut comprendre comme des facteurs psychiques impersonnels, nous ne tardons pas à tomber dans le plus grand embarras. En effet, il nous faut dire, au fond, des éléments de la persona, ce que nous disions plus haut de l'inconscient collectif, à savoir qu'ils sont généraux. Seule la circonstance que la persona est un secteur prélevé de façon plus ou moins occasionnelle ou plus ou moins arbitraire dans la psyché collective a pu induire à l'erreur de la considérer en bloc comme quelque chose d'individuel. Or, comme son nom le dit, la persona n'est qu'un masque qui à la fois dissimule une partie de la psyché collective dont elle est constituée et donne l'illusion de l'individualité. Un masque qui fait penser aux autres et à soi-même que l'être en question est individuel, alors qu'au fond il joue simplement un rôle à travers lequel ce sont des données et des impératifs de la psyché collective qui s'expriment. Quand nous nous mettons à la tâche d'analyser la persona, nous détachons, nous soulevons le masque et découvrons que ce qui semblait être individuel était au fond collectif.
En d'autres termes, la persona n'était que le masque d'un assujettissement général du comportement à la coercition de la psyché collective. Il faut d'ailleurs bien se rendre compte, si l'on va au fond des choses, que la persona n'est rien de réel. Elle ne jouit d'aucune réalité propre. Elle n'est qu'une formation de compromis entre l'individu et la société, en réponse à la question de savoir sous quel jour le premier doit apparaître au sein de la seconde. Tel sujet a un nom, acquiert un titre, assume une charge qu'il représente et incarne. L'un est ceci, l'autre est cela. Certes, naturellement, dans un certain sens, cela correspond à quelque chose. Toutefois, comparé à l'individualité du sujet, sa persona n'est qu'une réalité secondaire, un simple artifice, un compromis à la constitution duquel d'autres participent souvent bien davantage que l'intéressé lui-même. Sa persona n'est qu'une apparence, et pourrait-on dire par boutade, une réalité à deux dimensions. Mais il serait injuste de s'arrêter à ces constatations sans reconnaître tout de suite que dans le choix singulier de sa persona et dans sa délimitation, telle que l'élit un sujet, réside déjà quelque chose d'individuel. Malgré l'identification exclusive du moi conscient à sa persona, le soi inconscient, c'est-à-dire à proprement parler l'individualité, est toujours présent. Et il n'a pas manqué de faire sentir son influence dans le choix réalisé, sinon de façon directe, au moins de façon indirecte. Bien que le moi conscient s'identifie tout d'abord avec la persona, cette formation du compromis en vertu de laquelle un individu se présente dans la collectivité et en fonction de laquelle il y est actif, le soi inconscient ne saurait être réprimé au point de ne pas se faire sentir. L'influence du soi se manifeste tout d'abord dans la nature particulière des éléments de l'inconscient, qui, par exemple dans les rêves, viendront compenser et contrebalancer la situation consciente. L'attitude purement personnelle du conscient détermine de la part de l'inconscient des réactions qui révèlent, à côté de contenus refoulés personnels, l'ébauche d'un développement individuel, ébauche qui s'exprime souvent à travers les voiles de fantasmes collectifs. L'analyse de l'inconscient amène à la conscience, en même temps que les éléments de la personnalité, les matériaux collectifs. Je me rends compte que pour quelqu'un qui n'est familiarisé ni avec mes conceptions ni avec ma technique, ce résultat doit sembler totalement incompréhensible. Cela doit être particulièrement le cas pour quiconque a l'habitude d'envisager l'inconscient dans la perspective des théories freudiennes. Mais si le lecteur veut bien se reporter plus haut à l'exemple de l'étudiante en philosophie, il pourra se faire une idée approximative de ce que je veux dire. La malade, au début de son traitement, était totalement inconsciente du fait que le lien avec son père était une entrave pour elle, et que c'était à cause de cette fixation paternelle excessive qu'elle recherchait un homme ressemblant à son père, homme qu'elle abordait alors sur le plan intellectuel. Ceci en soi n'aurait pas été tellement désastreux si son intellect n'avait eu précisément un caractère singulièrement protestataire, manie de la protestation que l'on rencontre malheureusement souvent chez les femmes dirigées par leur fonction intellectuelle. Dominées par une telle fonction, elles cherchent toujours à prouver à l'autre qu'il a tort. Elles sont critiques par prédilection, ont le talent de lancer des piques personnelles désagréables, tout en prétendant passer pour l'objectivité incarnée. Bien entendu, pareille attitude a le don d'agacer les hommes au suprême degré, d'éveiller en eux la mauvaise humeur, en particulier lorsque la critique féminine, ce qui est souvent le cas, s'acharne sur un point faible, fait mouche sur un point sensible, que dans l'intérêt d'une discussion raisonnable, il vaudrait mieux éviter. Or c'est précisément la particularité d'un tel intellect féminin de moins rechercher une discussion constructive et fructueuse que les points faibles du partenaire auquel on s'agrippe pour l'irriter.
La plupart du temps, cette attitude ne répond pas à une intention délibérée. Elle semble bien plus procéder d'une finalité inconsciente, celle d'obliger l'homme à se montrer supérieur afin que la femme dispose d'un objet légitime d'admiration. Or cet enchaînement final échappe en général totalement à l'homme, qui ne remarque pas que ce tour de la discussion vise à l'acculer à un rôle héroïque. Il trouve seulement que ces chamailleries sont odieuses et aura tendance par la suite à se détourner de son chemin plutôt que courir le risque de rencontrer la dite dame. Ce qui fait que le plus souvent, une femme dotée d'un pareil caractère n'aura plus à se mettre sous la dent qu'un homme du genre de ceux qui lui cèdent d'emblée et qu'à cause de cela elle ne saurait admirer. Naturellement, ces éclaircissements donnèrent beaucoup à penser à ma malade, qui jusque-là n'avait pas même soupçonné l'existence du jeu qui se tramait en elle. En outre, il lui fallait prendre conscience du véritable roman qui, depuis son enfance, s'était joué entre elle et son père, et l'assimiler. Décrire ici en détail comment, dès sa tendre enfance, elle était devenue dans l'ombre inconsciemment complice de son père, dans la mesure où celui-ci s'était détaché de sa femme, et comment par ce fait même elle était devenue, de façon bien trop précoce pour son âge, la rivale de sa mère, nous mènerait trop loin. Tout ceci nous fut révélé par l'analyse de l'inconscient personnel de la malade. Comme déjà pour des motifs d'ordre professionnel, je ne devais pas me laisser aller à l'irritation, je devins inévitablement une manière de héros et de père aimant, de père amant. Ce transfert donc se présentait selon les premières estimations comme exprimant un contenu de l'inconscient personnel. Or mon rôle de héros n'était qu'une apparence. De ce fait, j'étais transformée en un simple fantôme par la malade, qui, elle, de son côté, jouait son rôle traditionnel de mère-fille amante au grand cœur, comprenant tout et douée d'un immense savoir. Tout cela, naturellement, n'était qu'un rôle, celui de sa persona, derrière laquelle son être véritable et réel, son soi individuel, demeurait caché. Dans la mesure même d'ailleurs où la malade s'identifiait complètement à son rôle, elle demeurait totalement inconsciente d'elle-même. Elle vivait toujours enveloppée dans le brouillard du monde de son enfance et n'avait pas encore, à proprement parler, découvert le monde réel. Mais dans la mesure où son analyse progressant, elle prenait conscience de son transfert, se manifestèrent les rêves dont je parlais dans le chapitre 1er. Ces rêves révélèrent des éléments de l'inconscient collectif et c'est grâce à eux qu'elle se libéra petit à petit de la domination de son monde infantile et que se dissipèrent le rôle de héros et l'intrigue héroïque qu'elle m'avait fait jouer. La malade parvint à devenir elle-même, à vivre ses potentialités propres, ses possibilités réelles. C'est en général de cette façon que se déroulent la plupart des cas de consultants qui persévèrent et évoluent suffisamment dans leur analyse. Que la découverte et la prise de conscience de son individualité aient coïncidé dans l'évolution de la patiente avec la résurgence au fond d'elle-même d'une image archaïque de Dieu n'est en aucune façon une coïncidence exceptionnelle, mais constitue au contraire un événement très fréquent qui, à mon avis, obéit à une loi de la vie inconsciente. Mais revenons après cette digression à notre propos. À partir du moment où les refoulements personnels sont ventilés, dépistés, supprimés, apparaissent alors intimement mélangés les éléments de l'individualité et ceux de la psyché collective, et ils prennent le relais des fantasmes personnels précédemment refoulés. Les rêves et les manifestations de l'imagination qui apparaissent alors revêtent un autre caractère. La marque indiscutable des images collectives semble être leur aspect cosmique, c'est-à-dire une manière de lien interne qui associe les images du rêve et les fantasmes à des faits cosmiques, tels que l'infini spatial ou temporel, une vitesse, un mouvement ou une expansion considérable, des rapports astrologiques, des analogies telluriques, lunaires ou solaires,
des modifications essentielles dans les proportions du corps, etc. L'apparition de motifs mythologiques ou religieux au cours d'un rêve témoigne également de l'activité de l'inconscient collectif. L'élément collectif s'annonce très souvent par le truchement de symptômes singuliers, par exemple par des rêves au cours desquels on traverse le firmament comme une comète, ou bien au cours desquels le rêve se sent être la terre, le soleil ou les étoiles, ou bien il se voit doté d'une grandeur démesurée ou d'une petitesse extrême. Ou bien encore le sujet rêve qu'il est mort, qu'il se trouve dans des endroits inconnus, étrangers à lui-même, atteint de confusion mentale ou fou, etc. De même, et dans cet ordre d'idées, et pourvus de la même signification, peuvent apparaître des sentiments de désorientation, de vertige, qui accompagnent souvent les symptômes d'une inflation psychologique. La richesse et l'exubérance des possibilités d'expression dont dispose la psyché collective sont telles qu'on en reste confondu et ébloui. La dissolution de la persona entraîne une libération et un déchaînement de l'imagination involontaire qui semble n'être rien d'autre que l'activité spécifique de la psyché collective. Cette activité amène à la conscience des contenus psychologiques dont auparavant on ne soupçonnait même pas l'existence. Mais dans la mesure où l'inconscient collectif gagne en influence, le conscient perd sa position dominante de puissance dirigeante. Insensiblement de celui qui guidait, il devient celui qui est guidé, un processus inconscient et impersonnel, assumant progressivement la direction. Ainsi, la personnalité consciente, sans trop remarquer ce qui lui arrive, se trouve être devenue une pièce parmi d'autres sur l'échiquier d'un joueur invisible. Et c'est ce dernier, non plus le conscient et ses intentions qui mènent le jeu, dont dépend le destin de la partie. C'est de cette façon, par des détours de cette nature, que s'effectua dans le cas de notre malade la libération du transfert qui semblait au conscient impossible et impensable. Le déclenchement automatique de ce processus est inéluctable chaque fois qu'apparaît la nécessité de dépasser et de surmonter une difficulté insoluble en apparence. Naturellement, je le souligne, cette nécessité n'est pas rencontrée dans tous les cas de névrose, car dans la majorité de ceux-ci, peut-être, il suffira d'aider à surmonter des difficultés momentanées d'adaptation. Mais les cas graves et lourds ne sauraient toutefois être guéris sans modification profonde du caractère et de l'attitude en face de la vie. En ce qui concerne la plupart des cas des patientes qui nous consultent, l'adaptation aux réalités de leur existence exige une telle somme de travail que l'adaptation à un monde intérieur, c'est-à-dire à l'inconscient collectif, demeure pour longtemps une tâche inactuelle. Mais si cette adaptation au monde intérieur devient un besoin et un problème, aussitôt émanera de l'inconscient une attraction singulière et irrésistible qui influencera de façon décisive l'axe général de la vie consciente. La prépondérance de l'influence inconsciente, ajoutée à la dissolution de la persona et à la diminution du potentiel dirigeant du conscient, engendre un état de déséquilibre psychique qui, dans le cas du traitement analytique, a été créé artificiellement dans l'intention thérapeutique de résoudre une difficulté qui bloquait tout développement ultérieur. Il existe naturellement un nombre considérable d'obstacles qui peuvent être surmontés à l'aide d'un bon conseil, d'un réconfort moral, d'une compréhension ou grâce à quelque bonne volonté de la part du malade. De très belles guérisons peuvent être obtenues de cette façon. Il y a assez fréquemment des cas où il n'y a pas lieu de prononcer un mot à propos de l'inconscient. Mais il existe aussi des difficultés dont on n'aperçoit même pas quelle pourrait en être la solution satisfaisante. Si les sujets qui se trouvent dans ces situations n'ont pas déjà présenté avant le traitement des perturbations de leur équilibre psychique, on peut être sûr qu'il s'en produira au cours du traitement, et très souvent sans que l'on puisse le moins du monde incriminer le médecin. Car les choses semblent fréquemment se passer comme si ces malades, pour s'abandonner et s'effondrer,
n'avaient qu'attendu de rencontrer un homme valable, en qui ils eussent confiance et à qui il leur fut loisible de se confier. Une telle perte de l'équilibre est, dans son principe, très comparable à un trouble psychotique, c'est-à-dire qu'elle ne se distingue des stades initiaux d'une maladie mentale que par le fait suivant. Une telle perte d'équilibre se résoudra par la suite et évoluera vers un état de santé plus grand, tandis que les débuts de maladie mentale entraînent des destructions irréparables. Cet abandon de soi-même constitue un état de panique, un effondrement en face d'un imbroglio qui paraît sans espoir. D'ordinaire, des efforts de volonté désespérés en vue de surmonter la difficulté ont précédé cet état. Puis survient la faillite, qui marque l'effondrement de la volonté jusqu'alors dirigeante. De ce fait, une masse d'énergie se trouve libérée. Elle disparaît du conscient et en quelque sorte tombe dans l'inconscient. Le fait est que c'est dans de pareils moments que surgissent les premiers signes d'une activité inconsciente. Je renvoie à l'exemple du jeune homme qui avait tenté de piller l'observatoire. Ainsi, manifestement, l'énergie qui abandonne le conscient anime l'inconscient. Cela entraîne comme conséquence dans l'esprit du malade une modification radicale du sens des choses et de la vie, un revirement total. On peut en effet aisément imaginer, dans le cas de ce dernier malade, qu'un cerveau plus solidement structuré aurait discerné dans sa vision des étoiles une illumination bienfaisante, qui l'aurait amené à considérer sa douleur humaine subspecie aeternatis, dans la perspective de l'éternité, ce qui aurait eu pour résultat de lui rendre son bon sens. C'est sur ce mode qu'une difficulté en apparence insurmontable peut trouver sa solution. C'est pourquoi je considère qu'une perte d'équilibre peut être quelque chose de salutaire, puisque grâce à elle, le conscient défaillant sera remplacé par l'activité automatique et instructive de l'inconscient. Celui-ci visera à la reconstitution d'un nouvel équilibre, but qu'il est capable d'atteindre, pourvu que le conscient soit en état d'assimiler les contenus produits par l'inconscient, c'est-à-dire de les comprendre et de les intégrer. Car en effet, à ce carrefour, plusieurs éventualités sont possibles. Celle que nous venons d'envisager est la plus heureuse. Il en est une seconde. Si l'inconscient engloutit le conscient et saccage les instances conscientes, cela entraîne un état psychotique. La troisième éventualité, enfin, est la suivante. L'inconscient ne peut pas réaliser entièrement un raz-de-marée comme dans la seconde éventualité, sans pourtant que se crée la compréhension créatrice de la première éventualité. Alors se produit un conflit qui paralyse toute possibilité de progrès et d'évolution. Ainsi donc, nous voyons tout ce qui dépend de la possibilité qu'a ou n'a pas le conscient de comprendre l'inconscient collectif. Cette question de la compréhension de l'inconscient collectif constitue un problème considérable qui fera l'objet du chapitre suivant.